Il existe une pièce à l'intérieur de la Grande Pyramide dans laquelle aucun être humain n'est jamais entré. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une théorie. Il s'agit d'un espace confirmé, mesuré, physiquement réel, d'environ 40 mètres de long, caché dans la pierre massive au-dessus de la Grande Galerie. Scellé depuis le jour où le dernier bloc a été mis en place, il y a 4500 ans. Trois équipes scientifiques distinctes l'ont découvert, utilisant trois technologies différentes. Lors de trois expériences indépendantes menées sur trois continents différents, avec des instruments qui n'avaient jamais été pointés vers une pyramide auparavant. Toutes trois ont observé la même chose au même endroit. Et lorsque les résultats ont été publiés dans la revue Nature, l'homme qui a contrôlé l'accès au plateau de Gizeh pendant la majeure partie de sa carrière s'est tenu devant la presse mondiale pour dire que cette découverte ne signifiait rien. Force en état signifiait zéro, son mot exact. Cela ne signifiait pas rien. Car voici la partie qui transforme une curiosité scientifique en quelque chose de beaucoup plus étrange. Cet espace n'a jamais été destiné à être trouvé. Il n'y a aucune porte pour y accéder, aucun couloir ne mène à lui, aucun puits, aucune fissure, aucun espace, aucun joint. Chaque passage à l'intérieur de la grande pyramide que nous connaissons a été soit construit comme une entrée, soit ouvert par des pilleurs de tombes avec des outils en fer. Celui-ci n'est ni l'un ni l'autre. Il repose à l'intérieur de la pierre comme une bulle dans du verre. Les bâtisseurs l'ont placé là, puis ils ont disposé 2,5 millions de blocs de calcaire autour. Ensuite, ils sont partis et ont laissé le désert enterrer la question pendant 45 siècles. Pourquoi construire ce que l'on n'a jamais l'intention de laisser quiconque atteindre ? Cette question va devenir encore plus troublante car il existe un second vide dans cette pyramide, plus petit, plus proche de la surface, et un robot est déjà entré à l'intérieur. Il y a une porte en pierre scellée au bout d'un passage au plus profond de cette structure qui n'a jamais été ouverte. Et l'équipe qui l'a atteinte annonce son ouverture imminente depuis des années, sans jamais passer à l'acte. Il existe un détail enfoui dans les documents techniques que presque personne n'a remarqué. Un détail sur la manière dont les anciens bâtisseurs ont infléchi l'un de leurs propres tunnels sur le côté, comme s'ils savaient que le grand espace était là et qu'ils le contournaient. Nous allons examiner les preuves dans l'ordre. Ce que disent réellement les archives anciennes, ce que les scanners ont réellement vu, et ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de regarder à l'intérieur. Commençons par les archives, car elles ne disent pas ce que l'on vous a raconté. Pendant 200 ans, l'interprétation standard de la Grande Pyramide a été simple. C'est une tombe très grande, très élaborée, très coûteuse, construite pour un roi nommé Khéops qui a régné sur l'Égypte entre environ 2509 et 2483 avant notre ère. Il voulait être enterré avec faste, alors il a commandé une montagne. Fin de l'explication. Le problème avec cette explication, c'est que personne n'y a jamais été enterré. Il y a un sarcophage dans la chambre du roi. Il est en granit. Il est magnifique. Il est trop large pour passer par le couloir qui mène à la pièce où il se trouve, ce qui signifie qu'il a été placé là pendant la construction et que la pyramide a été bâtie autour. Et il était vide. Lorsque les explorateurs arabes ont pénétré dans la pyramide au IXe siècle, creusant à travers la pierre massive car ils ne pouvaient trouver l'entrée originale, ils l'ont trouvée vide. Pas de momie, pas de trésor, pas d'objets funéraires, aucune inscription sur les murs. Ce qui est bizarre car les tombes égyptiennes sont couvertes d'inscriptions. C'est tout l'intérêt d'une tombe égyptienne. Vous écrivez le voyage du roi défunt sur les murs pour que le voyage se réalise. La tombe la plus chère jamais construite par des êtres humains ne contient pas une seule ligne de texte funéraire. Pendant des décennies, les chercheurs ont écarté cela en invoquant le pillage des tombes. Quelqu'un serait arrivé en premier, aurait tout dépouillé et serait parti. Mais cette explication pose problème. Les pilleurs de tombes ne poncent pas les hiéroglyphes sur les murs. Ils prennent l'or et s'enfuient. Et il y a un second problème, plus grand que le premier. Le propre père de Khéops, Snéfrou, a construit 3 pyramides. 3. Personne n'a été enterré dans aucune d'entre elles non plus. Un homme n'a pas besoin de 3 tombes, il en a besoin d'une. À moins que ce qu'il construisait ne soit pas une tombe du tout, et que les 2 premières n'aient pas fonctionné. Alors, à quoi servait cette structure ? C'est ici que les descriptions anciennes cessent de ressembler à de la poésie pour commencer à ressembler à un cahier des charges. Les Égyptiens ne l'appelaient pas la Grande Pyramide, ils l'appelaient Akhet Khufu. Cela est traduit dans la plupart des manuels par l'horizon de Khéops. Et horizon semble romantique, symbolique, le genre de choses qu'un prêtre dit lors d'un enterrement. Mais le mot Akhet n'est pas vague. En égyptien, une Akhet est une chose spécifique.
C'est l'endroit où le soleil entre dans la terre et en ressort. C'est un seuil, un mécanisme de passage. Il est écrit avec un hiéroglyphe montrant un disque solaire assis dans une encoche entre deux montagnes. Et les Égyptiens utilisaient ce même signe pour l'endroit où le soleil va la nuit, dans le sol, à travers quelque chose, et ressort de l'autre côté. Ils ne l'ont pas nommé la tombe de Khéops. Ils l'ont nommé la machine à travers laquelle passe le soleil. Et c'était donc des gens littéraux. La même civilisation qui écrivait dans métaphores tenait aussi des inventaires, des listes de travail et des manifestes d'expédition avec une précision obsessionnelle. Nous avons le papyrus d'un homme nommé Mérer, un superviseur d'équipe de travail qui consignait les livraisons de calcaire de son équipe à Gizeh, jour après jour, bateau après bateau, pendant que la pyramide s'élevait. C'est le plus ancien papyrus inscrit jamais trouvé, et il se lit comme un calendrier de livraison. Ce n'étaient pas des mystiques. C'était des gens qui comptaient les choses. Maintenant, en soi, ce n'est que de la linguistique. Les mots dérivent, les symboles deviennent poétiques. Mais gardez cette réflexion, car la structure physique possède des caractéristiques qui n'ont aucun sens pour une tombe et un sens parfait pour un appareil. C'est la première chose. Voici maintenant ce qui se passe quand on braque un détecteur de particules sur elle. En octobre 2015, un projet appelé Scan Pyramids a commencé ses travaux à Gizeh. C'était une mission internationale, française, japonaise et égyptienne, menée sous l'autorité du ministère égyptien des Antiquités, et son postulat était simple. Vous ne pouvez pas forer dans la dernière merveille du monde antique encore debout. Vous ne pouvez pas faire de carottage, faire exploser ou démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous utilisez donc quelque chose qui traverse la pierre tout seul. Ils ont utilisé des muons. Un muon est une particule subatomique. Il est créé lorsque les rayons cosmiques venant de l'espace lointain frappent la haute atmosphère et il pleut constamment, invisiblement, à travers tout, y compris vous, en ce moment même, à un taux d'environ 1 par centimètre carré par minute. Les muons traversent la roche solide, mais ils ne le font pas parfaitement. La matière dense les absorbe, l'espace vide ne le fait pas. Donc, si vous placez un détecteur sous une montagne de calcaire et comptez combien de muons arrivent de chaque direction, les endroits où trop de muons passent sont les endroits où il n'y a rien sur le chemin. Vous n'imagez pas la pyramide. Vous laissez l'univers faire une radiographie pour vous. Kunihiro Morishima et une équipe de l'université de Nagoya ont installé des films d'émulsion nucléaire, des plaques chimiques qui enregistrent la trace de chaque muon qui passe à l'intérieur de la chambre de la reine, puis ils ont attendu. Des mois. Les films sont sortis, ont subi un développement chimique, une numérisation et une analyse. Les premiers résultats sont revenus en mars 2016. Il y avait trop de ciel au milieu de la pyramide. Une région profonde à l'intérieur, bien au-dessus de la grande galerie, laissait passer beaucoup plus de muons que ce que du calcaire solide ne pourrait jamais permettre. L'excès traçait une forme, longue, étroite, au moins 30 mètres d'un bout à l'autre, avec une section transversale qui reflétait la grande galerie située en dessous. Ils ne l'ont pas annoncé. Ils l'ont testé. Une seconde équipe japonaise de EK, l'Institut de physique des particules du pays, a transporté un instrument complètement différent dans la pyramide, pièce par pièce, et l'a réassemblé à l'intérieur de la chambre de la reine. Des odoscopes à scintillateurs. Physique différente, mode de défaillance différent, tout était différent. Ils l'ont vu, même endroit, même forme. Ensuite, une équipe française du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a installé des détecteurs de gaz à l'extérieur de la pyramide, sur la face nord, observant depuis un angle totalement différent. Ils l'ont vu aussi. 3 équipes, 3 technologies. Chaque résultat a atteint ce que les physiciens appellent 5 sigma, ce qui signifie que les chances que ce soit une anomalie statistique sont inférieures à 1 sur 1 million. C'est le même standard de preuve utilisé pour annoncer la découverte du boson de Higgs. Ce n'était pas une anomalie floue, c'était la première structure interne majeure trouvée à l'intérieur de la Grande Pyramide depuis le XIXe siècle, et elle a été trouvée par des physiciens, pas par des archéologues. Lorsque l'article a été publié dans Nature le 2 novembre 2017, Yukinori Kawai l'a qualifié de « découverte du siècle » et a déclaré que personne n'avait même imaginé qu'un vide aussi grand puisse se trouver au-dessus de la grande galerie. Mehdi Tayoubi, le co-leader de la mission, a dit quelque chose de plus prudent et de plus glaçant. Un vide aussi grand.
a-t-il dit, ne peut pas être un accident. Si vous voulez savoir ce qui se cache d'autre à l'intérieur de structures que nous pensions comprendre, abonnez-vous, parce que c'est le deuxième indice. Et le troisième, c'est celui que personne n'a été capable d'expliquer. Des scans ultérieurs l'ont affiné. Le grand vide est maintenant estimé à environ 8 mètres de haut, 2 mètres de large et au moins 40 mètres de long en une seule section, situé à environ 20 mètres au-dessus du niveau du sol au cœur de la pyramide. Relisez ces chiffres, car ce ne sont pas les chiffres d'un interstice. 8 mètres de haut, c'est un plafond de 2 étages, 2 mètres de large. C'est un couloir, 40 mètres de long. C'est la longueur d'une piscine. Ce n'est pas de l'effondrement de décombres. Ce n'est pas un tassement entre des blocs. C'est une pièce de la taille d'un avion de ligne, délibérément façonné, délibérément fermé, au centre exact de la structure la plus précisément conçue du monde antique. Et rien n'y entre et rien n'en sort. Maintenant, la question évidente. Est-ce juste une chambre de décharge, un espace creux laissé dans la maçonnerie pour soulager le poids sur le plafond de la grande galerie en dessous? C'était la première chose à laquelle tout le monde a pensé. C'était aussi la première chose écartée. Sébastien Procureur, l'un des physiciens de l'équipe française, a expliqué pourquoi. Ils ont effectué des simulations. Le vide se situe à environ 10 mètres au-dessus de la grande galerie. C'est trop loin pour fournir un quelconque soutien structurel. Une chambre de décharge fonctionne en étant située directement au-dessus de la charge qu'elle protège, ce qui est exactement ce que font les 5 chambres de décharge empilées au-dessus de la chambre du roi. Celle-ci n'est au-dessus de rien. Elle flotte dans la pierre, déconnectée, ne faisant aucun travail structurel. Donc la théorie du poids échoue, et au moment où elle échoue, vous vous retrouvez avec une question sans bonne réponse. Pourquoi des bâtisseurs travaillant avec 2,5 millions de blocs dans une structure où chaque vide est un risque et chaque espace est un effondrement potentiel, laisseraient-ils délibérément un trou de la taille d'un avion au milieu de la masse, positionné de telle sorte qu'il ne porte aucune charge, connecté à rien, accessible par personne? C'est là que cela devient étrange. Il y a un second vide, et celui-ci, ils y sont entrés. Derrière la face nord de la pyramide, au-dessus de l'entrée originale, il y a une structure visible de l'extérieur qui a été photographiée par des millions de touristes qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils regardaient. 2 énormes blocs de calcaire appuyés l'un contre l'autre en forme de V inversée. Les égyptologues les appellent des chevrons. C'est une astuce de support de charge, des pierres disposées pour diviser une force descendante et la pousser latéralement dans la masse environnante. Vous mettez des chevrons au-dessus de quelque chose que vous devez protéger. Pendant des siècles, l'hypothèse était qu'ils protégeaient l'ensemble le couloir descendant en dessous. Puis l'équipe Scan Pyramids a effectué une thermographie infrarouge sur la face nord et a trouvé une anomalie thermique derrière les chevrons. La pierre chauffe et refroidit à un taux prévisible. La pierre avec de l'air derrière elle ne le fait pas. Quelque chose derrière ces blocs respirait différemment de la roche autour. Ils ont placé des plaques à muons dans le couloir descendant et dans le tunnel d'Al-Mamoun, le trou des pilleurs du IXe siècle, et ont regardé à nouveau. Il y avait un couloir là-bas. Ils l'ont nommé SPNFC. SNFC. Il se situe entre 17 et 23 mètres au-dessus du niveau du sol, et voici le chiffre qui devrait vous arrêter. Il est entre 70 cm et 2 mètres de la face extérieure de la pyramide. 60 cm de pierre. C'est tout ce qui séparait des millions de visiteurs d'un passage dont personne ne soupçonnait l'existence depuis 4500 ans. En mars 2023, ils ont publié la confirmation, puis ils ont fait quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Ils ont trouvé un joint entre 2 blocs à l'extérieur. Un espace naturel, aucun forage requis, et ils y ont glissé un endoscope de 6 mm. La caméra s'est allumée. Un tunnel est apparu, 9 mètres de long, environ 2 mètres sur 2 mètres, s'enfonçant dans la pyramide avec un plafond voûté et des murs qui n'avaient pas été vus par un œil humain depuis la 4e dynastie. Il était vide. Pas d'artefacts, pas d'inscriptions, pas de corps, pas de trésor, juste un couloir parfaitement construit scellé aux 2 extrémités, ne menant nulle part, protégé par un système de chevrons qui a nécessité un effort énorme pour être construit. Vous ne construisez pas une arche de décharge au-dessus d'un couloir qui ne mène nulle part. Vous la construisez au-dessus de quelque chose que vous avez besoin de préserver. Et c'est le schéma qui traverse toute cette structure. Chaque fois que la pyramide est examinée avec de meilleurs outils, il s'avère qu'elle contient plus d'efforts consacrés à des choses qui ne servent à aucun but visible. Ce qui nous amène aux détails dont presque personne ne parle.
La chambre de la reine possède 2 conduits, un sur le mur nord et un sur le mur sud. Ils n'ont été découverts qu'en 1872 lorsqu'un ingénieur britannique nommé Wayneman Dixon a remarqué une fissure dans le mur sud et l'a percée. Les 2 conduits avaient été scellés, tous 2 étaient invisibles. Ils ont été intégrés au mur puis dissimulés derrière eux, ce qui signifie que les bâtisseurs les ont construits puis les ont volontairement recouverts. Le conduit sud suit une ligne assez droite. Le conduit nord, lui, ne le fait pas. Il change d'angle à plusieurs reprises. Il se déplace vers l'ouest. Il se courbe. Il se rétrécit par endroits, comme si les bâtisseurs effectuaient des corrections en cours de route, traçant un chemin à travers une montagne de pierres pendant que celle-ci s'élevait encore autour d'eux, s'ajustant au fur et à mesure. Et ce autour de quoi il semble se courber, c'est le grand vide. Réfléchissez-y. Si le conduit nord évite le vide, alors le vide était déjà prévu au moment où ce conduit était creusé. Ce n'est pas un effondrement. Ce n'est pas un tassement. Ce n'est pas un heureux hasard de la maçonnerie. C'est une caractéristique conçue à laquelle le reste du plan a dû s'adapter. Il ne devinait pas. Il construisait autour. Et il y a une autre chose à propos de ces conduits qui change toute la perspective. Les conduits de la chambre du roi traversent comme un tout. Ils sortent de la pyramide, ou du moins c'est le cas maintenant, et ce maintenant est important, car le revêtement extérieur de la grande pyramide a disparu dépouillé au Moyen-Âge pour construire le Caire. Nous ne savons donc pas vraiment si ces conduits s'ouvraient autrefois sur le ciel ou si le revêtement les scellait. Nous regardons une machine dont l'enveloppe extérieure a été retirée, et nous essayons de comprendre ce que faisait cette enveloppe. Les conduits de la chambre de la reine sont différents, ils n'atteignent pas l'extérieur. Ils s'arrêtent. Pendant 150 ans, l'explication pour les 4 a été la ventilation, des conduits d'aération, de l'air pour les ouvriers, de l'air pour le roi défunt. Choisissez votre version. C'est écrit dans les guides sur les panneaux du site. Du site, mais cette explication pose problème. Des conduits de ventilation scellés derrière un mur ne ventilent pas. Des conduits de ventilation qui se terminent en cul-de-sac devant une dalle de calcaire avec des ferrures en cuivre ne ventilent pas. On ne peut pas construire un canal d'aération, en bloquer les 2 extrémités et cacher l'entrée et derrière de la maçonnerie tout en appelant cela un canal d'aération. C'est l'équivalent d'installer une fenêtre puis de la murer des 2 côtés. L'explication de la ventilation s'effondre dès qu'on l'examine directement. Et elle s'effondre depuis 1872. Pourtant, elle est toujours imprimée sur les panneaux. L'interprétation astronomique tient mieux la route. Si l'on projette les angles vers le ciel tel qu'il apparaissait vers 2500 avant notre ère, les conduits pointent vers des objets précis. Celui du sud, depuis la chambre du roi, s'aligne près de la ceinture d'Orion que les Égyptiens associaient à Osiris. Celui du nord pointe vers les étoiles circumpolaires, celles qui ne se couchent jamais, celles que les Égyptiens appelaient les impérissables, parce qu'elles ne meurent jamais. Ce n'est pas de la décoration, c'est une ligne de visée. Et une ligne de visée est un instrument. Ce qui signifie que l'objection à la version astronautes antiques de cette histoire n'est pas que les Égyptiens étaient primitifs. C'est tout le contraire. C'est qu'ils étaient des ingénieurs assez précis pour viser un tube de pierre vers une étoile depuis l'intérieur d'une montagne, puis pour le sceller, car le but était la visée, et non l'observation. Maintenant, confrontez cela au grand vide. Un espace sans porte au milieu d'une structure dont les autres caractéristiques cachées sont orientées vers le ciel, positionnées si précisément qu'un conduit a dû se courber pour l'éviter. Tout dans ce bâtiment pointe vers quelque chose. Nous ne savons tout simplement pas vers quoi pointe la plus grande pièce. En 2002, un robot est monté dans le conduit sud. National Geographic l'a filmé. Une machine construite par AI Robot, équipée de chenilles agrippant le sol et le plafond, s'est hissée le long d'un passage de 20 cm² au cœur d'une pyramide. Après des semaines de sondage, elle a atteint l'extrémité et a trouvé ce que Dixon n'avait jamais pu voir. Une porte, une dalle de calcaire bloquant le conduit, munie de 2 broches en cuivre. Ils ont percé un trou de la taille d'une pièce de monnaie et y ont introduit une caméra à fibre optique en direct à la télévision. Derrière la porte se trouvait une petite chambre, et au fond de cette chambre, une autre porte. L'espace était vide. Le but restait aussi inconnu que la veille. Mais en montant, le robot a enregistré quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Des marques d'ouvriers en ocre rouge peintes sur les murs pendant la construction, à la main par des hommes qui ne s'attendaient pas à ce que quiconque regarde. Les premiers yeux à voir ces marques en 4500 ans étaient l'objectif d'une caméra.
C'est le cœur émotionnel de toute cette histoire. Et il vaut la peine de le dire clairement. Chaque fois que nous entrons à l'intérieur, nous constatons que les bâtisseurs réfléchissaient. Mais ne récitez pas de prières, mais résolvez des problèmes. Corrigez, annotez, travaillez, puis scellez le tout. Maintenant, est-ce que cela prouve la version extrême de l'histoire? Est-ce que cela prouve qu'il y a des machines là-dedans, une centrale électrique, une bibliothèque de connaissances perdues, ou la preuve de quelque chose qui n'était pas humain? Probablement pas. Et une réponse honnête vaut mieux qu'un fantasme. Kate Spence, archéologue à Cambridge, a donné au National Geographic l'explication la plus crédible parmi celles proposées par les chercheurs traditionnels. Regardez où se trouve le grand vide, a-t-elle dit. Il s'aligne avec les chambres de décharge supérieures et cet alignement suggère quelque chose de très pratique, une rampe de construction interne. Voici le raisonnement, et il est vraiment élégant. Le problème d'ingénierie le plus difficile de la grande pyramide n'est pas le revêtement extérieur, c'est la chambre du roi. Les poutres en granit de ce plafond pèsent jusqu'à 70 tonnes chacune, et elles ont dû être élevées à une hauteur d'environ 50 mètres et placées avec une précision millimétrique. On ne peut pas traîner une poutre en granit de 70 tonnes sur l'extérieur d'une pyramide via une rampe droite. La rampe devrait être plus longue que la pyramide elle-même et nécessiterait plus de matériaux pour être construite que la pyramide elle-même. Mais si vous construisiez une rampe à l'intérieur de la structure au fur et à mesure, en montant le granit dans une galerie inclinée fermée, vous résolvez tout le problème. Et quand vous avez fini, vous ne la démontez pas. Vous ne pouvez pas. Elle est au milieu d'une montagne. Alors vous la scellez et vous la laissez. Et elle devient une cicatrice creuse dans la maçonnerie qui enregistre exactement comment l'impossible a été accompli. Si c'est ce qu'est le grand vide, alors ce n'est pas une chambre des secrets. C'est la réponse à la question que les gens se posent depuis 4000 ans. C'est le comment. Et honnêtement, c'est peut-être l'histoire la plus importante. Parce que cela signifierait que la grande pyramide contient en elle-même, scellée et préservée, le fossile de sa propre méthode de construction. Mais cette explication pose aussi problème. Si le grand vide est une rampe, il devrait être connecté à quelque chose. Les rampes sont des extrémités. Elles mènent d'un endroit à un autre. Et les données des muons ne montrent pas de connexion nette entre le grand vide et quoi que ce soit d'autre. Ni la grande galerie, ni les chambres de décharge, ni les conduits. Procureur a été prudent à ce sujet. Il ne voulait pas exclure une connexion car la muographie a des limites. S'il existe des passages entre les vides qui sont trop étroits, plus petits que la résolution de l'instrument, ils sont invisibles. Il pourrait y avoir un réseau là-dedans que nous ne pouvons tout simplement pas voir. Depuis sa découverte, le grand vide a été largement laissé sans étude. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est la description même de Procureur. La découverte archéologique la plus importante à l'intérieur du bâtiment le plus célèbre de la Terre. Et pendant des années, presque rien ne s'est passé. Et c'est là que l'histoire institutionnelle devient inconfortable. Lorsque l'article de Nature a été publié, Zahi Hawass, la figure la plus puissante de l'archéologie égyptienne, a déclaré au New York Times que l'équipe n'avait rien trouvé, que l'article n'apportait rien à l'égyptologie. Zéro. Le lendemain, le ministre égyptien des Antiquités, Khalid El-Enani, s'est levé lors d'une conférence de presse et a qualifié cette même découverte de nouvelle révélation qui avait attiré l'attention du monde sur l'Égypte. 2 officiels, une découverte à 24 heures d'intervalle. Des verdicts opposés. Plus tard, une fois que le couloir de la face nord a été réellement inspecté avec un endoscope et que le tunnel est apparu à la caméra, Hawass a fait marche arrière et a déclaré que le travail de Scan Pyramids avait finalement de la valeur. Une équipe a annoncé en 2022 des plans pour déployer un équipement à muons avec environ 100 fois la sensibilité de tout ce qui avait été utilisé sur le site auparavant, visant à produire la première image tomographique complète de toute la pyramide scannée simultanément sous plusieurs angles. Les ingénieurs français de l'INRIA et du CNRS ont conçu un robot spécifiquement pour cela. Un dirigeable plié dans un tube assez petit pour passer par un trou de 3,5 cm de large, qui se gonfle une fois à l'intérieur du vide et vole dans l'obscurité en prenant des photos. La taille du trou a été choisie délibérément, assez petite pour ne laisser presque aucune trace, assez petite pour ne pas mettre le bâtiment en danger. Le prototype fonctionne. Il fonctionne depuis des années. Hawass a annoncé que des robots avaient atteint une porte en pierre scellée au bout d'un couloir au plus profond de la structure et a déclaré que ce qui se trouvait derrière serait révélé. Cette révélation a été promise, programmée et repoussée plus d'une fois. Une expédition pour accéder au grand vide lui-même a été annoncée pour début 2026.
Les scellés tiennent. Les permis avancent lentement. Le vide reste dans l'obscurité. Voici donc ce que nous savons réellement, dépouillé de tout le reste. Il y a 4500 ans, des gens qui n'avaient soi-disant pas d'outils en fer, pas de roues pour le transport lourd, ni de mathématiques, c'est un mathématique écrite au-delà des fractions, ont construit une Rockfigate, une structure de 2,5 millions de blocs alignés sur le nord géographique, avec une erreur inférieure à un vingtième de degré. À l'intérieur, ils ont laissé un espace vide de la taille d'un avion de ligne qui ne porte aucun poids et n'est connecté à rien. Ils ont fait passer un conduit autour. Ils ont caché les conduits derrière des murs. Ils ont construit un couloir de 9 mètres à 60 cm sous la peau extérieure du monument et l'ont recouvert d'une arche en chevron conçue pour le protéger de millions de tonnes de pierres. Et ils l'ont laissé vide. Ils ont peint des notes à l'intérieur de passages où personne ne marcherait jamais. Et ils ont construit le tout autour d'une boîte en granit vide dans une pièce sans écriture sur les murs, dans un monument qu'ils appelaient l'endroit où le soleil entre dans la terre et en ressort. Et si c'est vrai, cela signifie qu'il manque un chapitre à notre histoire, pas une note de bas de page, un chapitre. Parce que chacun de ces choix est un choix fait par quelqu'un avec une raison. Les raisons laissent des traces. Nous avons les traces. Nous ne pouvons tout simplement pas encore les lire, ce qui laisse une question à laquelle personne, dans aucun camp, n'a pu répondre. Le grand vide représente 40 mètres de néant au centre de l'objet, le plus solide jamais construit par des mains humaines. S'il s'agissait d'une rampe, il l'aurait remplie. La remplir ne coûte rien. Un espace videux dans une montagne de pierres est une faiblesse structurelle pour toujours. Ils ne l'ont pas rempli. Ils l'ont laissé ouvert, puis ils ont scellé les seuls moyens d'y accéder. On ne scelle pas un espace dont on a fini l'usage. On scelle un espace que l'on protège. La pyramide est toujours debout sur le plateau de Gizeh ce soir, après 4500 ans de garde. Le bâtiment le plus visité au monde avec une pièce à l'intérieur que la lumière n'a jamais touchée. Le robot est assez construit. Les instruments sont prêts. Le couloir est cartographié. La porte a été trouvée. Et elle est toujours fermée. Tout ce qu'ils ont mis là-dedans est toujours là, dans l'obscurité, exactement là où ils l'ont laissé. Si vous voulez voir ce qui est d'autre scellé et en attente, regardez la prochaine enquête à l'écran maintenant.